J'ai fait une réunion de travail, un petit cours sur PowerPoint, sans PowerPoint. En fait, l'idée, c'était d'expliquer aux gens comment on l'utilise, c'est quoi nos scénarios, et on n'avait pas besoin du PowerPoint pour parler de PowerPoint. Okay. Alors, on va démarrer maintenant la deuxième partie, qui est plus atelier sur comment enseigner de façon interactive dans les amphis. Et je vais commencer avec des questions pour vous. Qui vient de Paris 5? Levez la main. D'accord, je vais reformuler. Qui ne vient pas de Paris 5? D'accord, c'est moitié-moitié. OK. Qui vient de Paris 3? OK. Paris 4? Ah non, c'est pas chez vous, ça. Il y a Paris 3, Paris 5, Paris 7. D'accord. Et Paris 13. D'accord. Ensuite, l'INALCO. Bah oui. L'Institut national d'agrégation. Non, des langues civilisation orientale, hein, c'est ça? Voilà. Qui vient de l'Institut de géophysique du globe? C'est ça, non, géophysique du globe, c'est ça? D'accord, bienvenue. Vous êtes seul, mais ne vous sentez pas seul. Qui vient de Sciences Po? Bienvenue. Et EHSP, voilà. Ah ben très bien, vous êtes venu de Rennes? Ah ben très bien, vous savez, je suis passé par Rennes des fois. Hein. OK. Et vous avez un conseiller pédagogique à Rennes. Hein. Vous ne saviez pas? Vous avez un conseiller pédagogique là-bas. D'accord, on en reparlera. Alors, qui a des... Alors là, vous faites que lever la main. La taille de vos classes, moins de 15 étudiants. Ah, il y a des chanceux dans la salle. Hein. D'accord. Entre 15 et 30. D'accord. Entre 30 et 100. D'accord. Entre 100 et 300. Entre 300 et 1000. D'accord. Entre 1000 et 2000. Moi, j'en ai. OK, maintenant, question à 100 000 francs suisses, mais des francs très anciens. Quel est le nombre maximal d'étudiants dans une classe pour faire de l'interactivité? Il n'y en a pas. Qui dit mieux? 15. Pourquoi vous dites 15? D'accord, au-delà de 15, tous ne participent pas. Est-ce que c'est parce que c'est pas possible? D'accord. Donc vous dites que vous faites beaucoup d'efforts. Alors en fait, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il n'y a pas de nombre maximal pour faire de l'enseignement interactif. On a fait l'exercice avec des collègues à l'Université de Lausanne. Moi, je donnais un cours d'une heure sur l'apprentissage avec les étudiants en début d'année dans un amphi de 1250 et c'est en interactif. Si jamais vous êtes intéressé, il y a une vidéo sur Internet, vous pouvez voir. Il y a la version longue, la version courte. C'est sur... je vais vous l'écrire, ça va être plus simple. Le cours s'appelle À vos marques. Et c'est donc université de lausanne.ch/socle. Socle, c'est service d'orientation conseil. D'accord. Et là-dessus, vous regardez, vous cherchez pour à vos marques et vous avez les vidéos des divers intervenants. Et cherchez mon nom. Et vous allez voir le cours en interactif. Ou ils l'ont peut-être remplacé par des collègues qui le donnent maintenant. Alors, c'est vous qui avez dit quelque chose. Voilà. Alors, ça ne me dit pas si les gens dormaient ou s'ils faisaient quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous fait, bien entendu. Mais par contre, et si vous allez voir la vidéo, vous allez voir qu'ils travaillent tous. Et là, c'est là, moi, j'ai un travail à faire qui est de circuler, m'assurer que les gens sont en train de faire l'exercice. Et après, quand je les fais intervenir, je balaie assez large pour avoir une preuve que les gens ont travaillé. C'est là-dessus qu'on va travailler justement ce matin. On va voir comment faire de l'interactif en enseignement supérieur. Mais avant ça, on va voir pourquoi on voudrait faire de l'interactif en enseignement supérieur. Parce que là, les gens disent, mais attendez, vous n'y pensez pas, si je pose des questions, je perds du temps pour couvrir ma matière. Alors c'est vrai, mais la question est votre dilemme fondamental, et vous allez voir, on va revenir à ça pendant l'heure 30, c'est que j'ai le choix, je peux tout couvrir en n'ayant aucune preuve que les gens devant moi ont appris quoi que ce soit. Moi, là, je vous regarde, vous pouvez me regarder comme ça, et je me dis, ah, ça a l'air de super bien passer. Sauf qu'en fait, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais ce week-end? Voilà, donc j'ai pas de preuve. Tant que je ne vous fais pas parler, tant que je ne vous fais pas écrire quelque chose, je n'ai aucune preuve de ce que vous avez appris. Et c'est là que je vais être obligé d'aller chercher ces preuves d'apprentissage
pour moi savoir et ajuster. Mais à faire ça, c'est sûr que ça va être chronophage. Donc le dilemme, c'est est-ce que je couvre tout ce que je voulais, mais en surface, ou bien j'en couvre moins, plus en profondeur. Et là, c'est là qu'est le truc. C'est ce qu'on n'a pas pu couvrir. Vous dites aux gens, vous lisez ça, et puis la semaine prochaine, si vous avez des questions, vous me les posez, je réponds. Ou vous dites, vous lisez ce qui reste, et les questions, vous les posez sur l'ENT, sur Moodle, et puis moi, je vais y répondre. D'accord ? Donc, vous complétez ce qui se passe en classe, et vous arrivez à ce moment-là à aller plus en profondeur en classe, et vous pouvez poursuivre dans la partie plus apprentissage de surface, à l'extérieur de la classe. Ou même aller en profondeur hors de la classe. Là, les pauvres caméras, je vais essayer de ne pas trop bouger, parce qu'ils vont devoir circuler sans arrêt. Alors, voilà ce que j'ai prévu en termes de compétences pour vous à la fin de la matinée. Voilà, c'est-à-dire ce que vous devriez être capable de faire en sortant tout à l'heure, que vous n'étiez peut-être pas capable de faire avant d'arriver. Donc on va travailler sur expliquer l'utilité de l'interactivité, et là on va travailler avec 2-3 petits trucs qui viennent de la psychologie de l'enseignement et de l'apprentissage, plus la littérature anglo-saxonne que la littérature francophone. Décrire divers types d'interactivité, on va voir que l'interactivité, en fait, ce n'est pas des méthodes. C'est en fait une façon de penser. Parce que regardez, je peux être interactif par gradation. Imaginez que je fasse un exposé magistral d'1 heure, sans interactivité. Je vais être un petit peu plus, je vais impliquer les gens un peu plus. Je fais ce qu'on appelle des questions rhétoriques. Des questions qui n'appellent pas de réponse. Du genre, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, quand on se lève le matin, on fait telle chose? Ou avez-vous déjà pensé que les étudiants, quand ils n'ont pas la réponse à une question, qu'est-ce qu'ils font? Et là, en fait, j'enchaîne avec ce que je vais vous dire. Mais le genre de questions comme ça fait que la personne se dit « Ah tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé ». Et on vous met un petit peu plus près du siège du conducteur que le siège du passager. Je vais aller plus loin, je vais vous dire, je vous pose une question. Vous, quand vous faites telle chose, vous faites ça ou pas? Ah, là, je vais encore plus loin. Ou un petit peu en retrait de ça, je peux dire, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors attention, je vais vous montrer ce que les gens font généralement. Je vais me mettre ici. Alors les gens font généralement ceci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, pas de questions, alors on continue. Comment voulez-vous qu'il y ait des questions? D'accord? Alors, si vous voulez des questions, d'abord, laissez du temps. Alors, laissez du temps aux gens. Le truc que je dis aux gens, c'est comptez jusqu'à 10 dans votre tête. Parce que, regardez, on va le faire. Pas encore là. Non, mais j'ai dit jusqu'à 10. Vous comptez jusqu'à 10 pour vraiment leur laisser du temps. Parce que regardez ce qui se passe dans la tête de l'étudiant généralement. Là, vous expliquez quelque chose, et puis l'étudiant qui est sur son portable en train de prendre des notes, bien entendu. Et là, vous dites, et puis, ouais, cette théorie, et puis on pourrait demander, savoir si, pourquoi on ferait telle chose. Ben, tiens, je vous le demande, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les étudiants disent, mais attends, il ne se passe plus rien là. On dirait qu'il a posé une question. Quelle est la question qu'il a posée? Attends, moi, j'écoutais pas, je peux pas répondre, je sais même pas la question. Puis en plus, attends, si je savais la question, est-ce que je répondrais? Parce que là, franchement, avec tous les gens qu'il y a dans le groupe, et puis en plus, il y a un tel, lui, même pas. Alors je sais que si je pose une question, ils vont encore me rabaisser devant les autres après. Et puis, ah non, franchement, je pense que je vais prendre la parole. Puis de toute façon, c'est lui qui est payé pour nous dire quoi savoir, hein, donc ça va. Je suis déjà à 25-30 secondes, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez que les gens vous posent des questions, regardez ce qu'on va faire. Je vous donne 1 minute. Vous retournez à travers vos notes des dernières 20 minutes, 30 minutes qu'on vient de passer. Vous essayez de trouver des choses qui ne sont pas claires, hein, et après, vous me dites ce qui n'est pas clair. C'est déjà plus facile pour l'étudiant de poser une question. Ah non, mais il ne va pas prendre la parole seul. Vous prenez 2 minutes à 2 ou à 3, et vous regardez, vous comparez ce que vous avez, vous essayez de voir s'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas. Et après, vous me direz, et puis je pourrai répondre. C'est plus facile de prendre la parole au nom d'un groupe que seul. Alors, il y a des psychologues sociaux dans la salle, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mais en gros, on pourrait appeler ça la responsabilité distribuée. D'accord? Étant donné que je prends la parole au nom du groupe, je vais dire, ouais, bon, même si l'idée n'est pas top, c'est à cause d'eux, hein, c'est pas à cause de moi. Donc, je peux prendre, c'est moins risqué. Et si en plus l'enseignant vous dit, vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là. L'idée, c'est vraiment de vous aider à voir qu'est-ce que vous avez compris. Donc, on met un climat favorable.
Et que là, au moment où les gens vous posent une question, et là, vous dites, vous n'allez quand même pas me poser des questions comme ça, hein. Alors là, vous venez de tuer le truc dans l'œuf, hein, d'accord? Donc les gens vous posent une question, même si c'est une question que vous trouvez basique, vous dites, OK, merci. Merci pour votre question, ça me permet de clarifier un élément. Ah, il a dit merci à ma question, ça doit être quand même pas mal, hein, d'accord? Vous voyez, c'est que dans le fond, il y a plein de choses que l'on fait qui n'encouragent pas les questions, qui n'encouragent pas l'interactivité, la participation des gens. Si vous restez ici, comment voulez-vous que les gens à l'arrière se sentent concernés? Alors que si je me déplace et que je dis, bon, là on a eu beaucoup de questions à l'avant, j'aimerais des questions à l'arrière maintenant. Alors là, les gens à l'arrière se disent, oh mince, ils se rapprochent, d'accord? Ou encore, je dis, il me semble que j'ai eu beaucoup de questions de ce côté-là. Là. On va de ce côté-ci. Allez-y maintenant. Ou encore pour les réponses à mes questions, la même chose. Je divise l'amphi en 4. Et je me dis là, il me semble que dans cet angle-là, il n'y en a pas beaucoup. L'étau se resserre. D'accord? Et vous savez ce que les gens font quand on leur pose des questions habituellement? Ils regardent par terre. Donc vous insistez avec le regard. D'accord? Vous êtes plus insistant. Et là, à un moment donné, les gens de ce groupe-là commencent à se dire, là, il va falloir que quelqu'un entre nous réponde. Et là, ils se regardent tous et ils disent tous un non, un peu comme ils sont en train de faire là. Et à un moment donné, vous pouvez aller jusqu'à désigner quelqu'un, mais attendez, regardez comment je vais désigner. 2 scénarios. Je dis, bon, vous là, la chemise, le pull fuchsia, là, non, c'est, je sais pas quelle couleur, saumon. Allez-y, répondez. C'est pas la même chose que si je dis, vous n'avez pas une petite idée? Elle peut me dire, ici ça va être difficile, ça fait non. Et si là, elle dit non, c'est pas difficile. Elle peut dire, bah, pas vraiment. Et là, je vais lui dire, bah, vous avez sûrement une petite idée, essayez voir. Alors, regardez ce que des étudiants m'ont fait il n'y a pas si longtemps, dans une grande école. Hein. C'était à eux, alors je dis, alors vous avez trouvé quoi? Je leur dis, mais vous avez réussi l'examen d'entrée, vous devez être capable de parler. Et là, ils me disent, bah, non, on n'a rien. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Si je les laisse comme ça, quel message j'envoie au groupe? Dites-moi non la prochaine fois et je vais arrêter de vous embêter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit, Joker, je vais prendre une réponse de l'autre côté, mais je reviens après et c'est vous qui répondez cette fois-là. D'accord? Vous ne pouvez pas les laisser se défiler. Si vous les laissez se défiler, vous venez de leur dire, vous avez gagné. Ne faites, surtout quand je vous demande de faire quelque chose, ne le faites pas. D'accord? Donc, vous devez insister. Si à un moment, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question et rien, là, vous dites aux gens, écoutez, je vous explique pourquoi je vous pose des questions. Je sais que parfois, vous pensez que les questions, c'est pour vous piéger, pour vous humilier. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas d'école, mes questions. Mes questions, c'est pour savoir si vous avez compris. En entendant votre niveau de compréhension, ça me permet d'ajuster ce que j'enseigne et comment j'enseigne. Et donc, je m'assure que le plus grand nombre parmi vous compreniez. Alors, on ne peut pas être contre la vertu. Les gens, généralement, disent « Ah ouais, quand même. » Alors, maintenant que vous avez compris pourquoi, est-ce qu'il y a des questions? Ah, et là, généralement, ça fonctionne un peu mieux. Alors, j'ai une collègue qui, elle, si ça ne fonctionne pas et que les gens ne posent pas de questions, elle attend. Elle leur dit « Ça sera long. » Elle leur dit « Vous ne faites pas votre part. Pourquoi je ferai la mienne ?» D'accord? Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de clarifier aux étudiants c'est quoi leur rôle. Moi, je vous dirais que je commence mes cours en disant aux étudiants, voilà, je vais vous expliquer ce que moi je vais faire dans le cadre de ce cours. Moi, je serai ici à tous les cours. C'est quand même pas mal. Hein. Je vais vous poser des questions pour savoir si vous avez compris. Je vais répondre à vos questions quand vous en aurez. Je vous donnerai des travaux à faire hors de la classe et je corrigerai vos travaux. Moi, je m'engage à faire ça. Ce à quoi je m'attends de votre part, que vous veniez en classe, que vous répondiez à mes questions quand j'en pose, que vous me posiez des questions quand vous n'avez pas compris, que vous fassiez les travaux que je vous demande de faire et que vous me disiez s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la correction que je vous ai donnée. Ce que moi je fais, je vous garantis qu'on devrait arriver à un apprentissage au moins à 10 sur 20, ou peut-être à 8 sur 20. Si vous voulez aller plus que ça, il va falloir que vous travailliez. Moi, je peux vous garantir une partie de l'apprentissage, mais je ne peux pas garantir tout l'apprentissage. Je garantis l'apprentissage si vous faites ce que j'attends de votre part. J'ai construit le scénario, vous avez un rôle à jouer. Il y en a plusieurs qui ont pas ça en tête quand ils viennent dans votre cours. Les étudiants, ils font face à divers enseignants, donc ils ont divers styles devant eux. Combien d'enseignants vous pensez qu'un étudiant voit en un semestre?
Déjà au moins une dizaine, hein. Sinon une quinzaine, avec des styles différents, des façons d'enseigner. Qu'est-ce que les étudiants font? Ils ne sont pas fous. Ils s'alignent sur le plus petit dénominateur commun. La personne qui nous laisse tranquille, la personne qui nous laisse faire ce qu'on veut. Ils disent c'est comme ça un cours à l'université. Alors vous, si vous changez ça, il faut ramer un peu pour changer la culture chez les étudiants. On appelle ça en fait la microculture d'enseignement et d'apprentissage. C'est-à-dire que dans chaque situation, il y a une microculture. Et la microculture, elle s'établit quand? Dès la première minute de la première heure du premier cours. Donc, si vous voulez que les gens soient interactifs, quand ils arrivent la première fois, vous leur demandez quoi? Ok, combien d'entre vous avez déjà fait de la socio? Levez la main. Vous êtes dans ce cours-ci, pourquoi? Ceux qui sont ici parce que vous voulez faire médecin, levez la main. Vous les faites déjà participer. Quand ils arrivent, vous ne vous réfugiez pas derrière le bureau à attendre que ça commence. Vous parlez aux gens, vous brisez la glace. Dans les ateliers que je donne, j'arrive toujours avant. Les gens, il y en a toujours qui arrivent avant. Qu'est-ce que je fais? Je vais les voir, je leur demande dans quelle discipline vous êtes. Ouais, ça se passe bien ici, comme ça. On a brisé la glace comme ça. Quand on va discuter, si je dis, vous n'avez pas une petite idée et qu'on s'est parlé, c'est difficile pour la personne de me dire non. D'accord? On a déjà commencé la discussion. Donc, c'est assez facile de continuer. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble de choses que je peux faire qui vont faire en sorte que ça va fonctionner ou pas. J'allais dire questions, remarques, commentaires ou objections, mais il m'a devancé. Oui. Vous me parlez assez fort et je vais répéter. Oui. Donc faire des sous-groupes avec les étudiants. Oui. Alors, allez voir la vidéo dont je vous ai parlé. Là. Vous allez voir que quand les 1200 se mettent à faire de la discussion, c'est... Ah. Mais la question, c'est comment on fait pour faire en sorte que ce ne soit pas trop le bordel dans la salle de classe quand on fait du travail de groupe. Alors, il y a le niveau de bruit. Alors ça, c'est évident que si on fait faire du travail de groupe comme ça, avec les 1200, c'est comme une ruche. Hein. Il y a beaucoup de bourdonnement. Après, le problème, c'est comment on fait pour revenir. Hein, et là, vous êtes devant à crier parce que vous n'avez pas de microphone et les gens ne vous entendent pas. Alors, il y a divers trucs. Alors, avec un microphone, ça fonctionne à tous les coups, généralement, parce que les gens finissent par vous entendre. Hein. Un truc qui fonctionne généralement, c'est bien, c'est que vous annoncez aux étudiants le signal de fin de l'exercice, je vais éteindre les lumières et je vais les rallumer immédiatement. D'accord? Non, mais c'est un signal. Hein. Vous leur dites, je vais éteindre, je vais rallumer. Et vous allez voir qu'au moment où vous éteignez, le bruit de fond va chuter très brièvement, et c'est là que vous sautez. Et vous dites, on va reprendre maintenant en grand groupe. Et là, vous avez parlé plus fort qu'eux. D'accord? Ça, c'est de la gestion de classe. Hein? Technique de gestion de classe. Essayez-le, ça fonctionne. Mais vous devez les aviser que vous allez faire ça. Parce que sinon, ils vont crier quand vous allez éteindre la lumière. D'accord? Il y a aussi le fait que si vous voulez que les gens travaillent bien, affichez la consigne. Affichez la consigne qui est à faire. Parce que sinon, ceux qui sont en train de faire du mail, là, pas vous, là, mais dans un cours, généralement, ils vont dire qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est quoi qu'il faut faire? On ne sait pas trop. Tandis que c'est affiché. Et lorsqu'ils vont être en train de travailler, s'il y a un désaccord dans le groupe, ils vont pouvoir recadrer en disant mais attends, c'est pas ça qui est demandé, c'est ça qui est demandé ici. On n'est plus sur la compréhension. Donc moins de chances que les gens partent à côté. Et pendant ce temps-là, pendant que les gens font le travail de groupe, bah, vous circulez. Parce que quand vous vous rapprochez des gens, c'est là qu'ils font attention, il arrive. Et ils travaillent. Et là, vous leur demandez s'ils ont pas l'air de travailler. Vous y allez subtilement et vous dites vous avez des difficultés ici ou pas? Ça va? Et là, généralement, ils vous disent non, c'est bon, c'est bon. Mais aussi, les gens, quand vous êtes plus près d'eux, vont vous dire écoutez, nous, on n'a pas vraiment compris ou on n'est pas d'accord. Tandis que s'ils sont au fond de la classe, ils ne vont pas le faire. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous leur dites super question, vous me la posez quand on recommence en groupe tout à l'heure. Ah non, mais je... Oui, elle est posée là, elle est super votre question. Et là, vous recommencez. Il y a quelqu'un qui avait une question tout à l'heure, c'était qui? Et là, en fait, vous forcez les gens à entrer dans cette microculture d'interactivité. C'est une longue réponse pour une question brève, mais c'est pour ça que je suis payé. Il y avait une autre question ici, et après, je vais enchaîner. Vous pourrez prendre d'autres questions plus tard. Oui. Oui. Donc, vous êtes d'accord avec le fait qu'il ne faut pas dire un non aux questions? Oui.
et asociales, attention, hein. Donc vous faites partie des sciences dures et pures. Oui. Oui. D'accord. Ah, et là, ils ne vous aiment pas. D'accord. Alors le problème ici, c'est les étudiants qui veulent absolument être rassurés, savoir si ce qu'ils ont fait, c'est juste. Alors là, je vais prendre un petit moment pour vous expliquer un phénomène. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais puisque vous êtes plus intelligent que le groupe précédent, je vais... Ah, c'était vous le groupe précédent, hein. Euh, c'est quelque chose qu'on appelle l'épistémologie personnelle. Il y en a qui ont déjà entendu parler de ça? Très bien, comme ça justifie ma présence. L'épistémologie personnelle, c'est en fait... Bon, épistémologie, c'est la branche de la philo qui étudie le savoir. Épistémologie personnelle, c'est les croyances que les gens ont à l'égard du savoir. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a des gens qui ont des postures dualistes, noir-blanc, vrai-faux. Le prof l'a dit, le prof l'a pas dit. Et en France, vous avez inventé quelque chose qui est génial pour former des gens à cette pensée-là, les classes prépa. D'accord? Là, je caricature un peu, mais c'est vrai que quand ils sortent de là, ils sont un peu formatés. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont plutôt dans une posture relativiste. C'est-à-dire, c'est vrai, oui, mais pas tout le temps. C'est blanc, mais je ne suis pas d'accord. Le prof l'a dit, mais j'y crois pas. D'accord? Et alors c'est plus compliqué que ça, mais ce qui se passe, c'est que beaucoup d'étudiants sont dans une posture très dualiste. Et le souci, c'est qu'ils veulent que vous leur disiez constamment, ça c'est vrai, ça c'est ce qu'il faut savoir, voilà ce qu'il faut faire à l'examen. On ne développe pas l'esprit critique si on fait ça. D'où l'idée de leur dire, je ne réponds pas à ça, mais de leur expliquer pourquoi vous ne répondez pas à ça. Alors, moi, j'irais même encore plus loin, vous leur répondez, mais avec des questions. Et vous leur dites, ben d'accord, vous pensez quoi? Ben, je ne sais pas. Hein, et vous leur dites, mais moi, je ne vais pas vous répondre, je vais vous aider à trouver si c'est vrai ou faux. Alors là, ils n'aiment pas, parce qu'ils aimeraient bien que ce soit facile, qu'on leur dise, qu'ils notent, et c'est tout. Mais en fait, vous leur expliquez, quand je fais ça, je vous aide à trouver par vous-même. Et là, si je vulgarise un petit peu ce qui se passe sur la mémoire, c'est que quand on trouve la réponse soi-même, pour un ensemble de raisons, ça a une empreinte un petit peu plus importante que si on vous dit quelque chose. Pensez aux situations où vous-même, vous avez eu ces espèces d'eureka. Vous dites, ah, mais oui, c'est vrai. En fait, vous avez trouvé le chemin pour y arriver, et le chemin, il est là, il reste. Tandis que si quelqu'un vous dit la destination, mais ne vous donne pas le chemin pour y arriver, il reste que ce petit point-là dans votre mémoire. D'accord ? Donc voilà l'idée de travailler davantage, à les aider à voir que ce n'est pas noir-blanc, ce n'est pas vrai-faux. J'ai le temps de vous raconter une petite anecdote d'un collègue de Lille qui enseigne la biologie en 3e année et qui a décidé justement pour tester l'épistémologie personnelle de ses étudiants, de voir s'ils étaient vraiment dans une logique de tout prendre ce qu'il leur disait. Alors il leur a raconté la découverte du gène de l'entretien ménager. Alors, on a découvert chez l'espèce humaine un gène qui est lié à l'entretien ménager et qui est surtout présent, bien entendu, chez les femmes et pas chez les hommes. Et alors, graphique à l'appui, il leur montrait que, voilà, des courbes, et en plus, c'était même pas le 1er avril, hein, et il leur montrait que, voilà, des différences dans les manips, les hommes étaient nuls, les femmes, ça allait très bien et tout. Et alors, les étudiants qui notent, tout. Et à un moment, il leur dit, bon, on va discuter de ça un peu, vous en pensez quoi? Bah, il dit, que vous voulez qu'on en pense? Vous avez dit ça, c'est vrai? Et là, il leur dit, mais attendez, vous êtes tous d'accord avec ça? Bah oui. Et il dit, mesdemoiselles, vous êtes d'accord avec ça? Et là, mais attention, il y en a une qui lève sa main et dit, moi je pense que c'est vrai parce que mon père, il est nul avec l'aspirateur. Alors, N de 1, déjà 3e année de sciences pures et dures, hein. N de 1 pour généraliser, et puis on croit tout ce que le scientifique nous dit. Et en fait, ce qu'il leur a dit après, c'est qu'il leur a dit, attendez, c'est des bobards que je vous ai racontés, là. Et en fait, je l'ai fait exprès. Alors, ils ne pouvaient pas croire qu'un prof ait pu les enduire d'erreur, comme il disait. Et en fait, le problème, c'est ça. C'est que là, eux, ils avaient une image que tout ce que le prof dit, c'est vrai. Sauf que là, vous avez bien vu qu'ils commencent à regarder sur Wikipédia pendant que vous parlez pour voir. Et ils font ça quand? Ils font ça quand ils veulent vous embêter. Mais s'ils ne veulent pas vous embêter, ils ne le font pas. Ils ne sont pas dans la posture d'esprit critique. Donc, c'est là que moi, je vais peut-être faire de l'interactivité avec eux pour les placer dans une posture d'esprit critique. Avant d'aller plus loin, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire de l'interactivité? Alors, puisqu'il y a des gens des sciences inhumaines et asociales dans la salle,
vous n'en croirez pas vos yeux à moins que je mette un graphique, alors j'ai mis un graphique. Non, mais c'est pour vous montrer en fait quelques résultats de recherche empirique sur le sujet. Alors je vous explique. Alors c'est un collègue australien, donc Blight, en 98, qui a fait une méta-analyse. Alors pour les gens qui ne sont pas familiers avec les méta-analyses, en gros, c'est qu'on prend une série d'études qui ont déjà été faites et on regarde les résultats de ces études-là et on les regroupe pour voir dans quelle mesure la tendance est lourde ou pas. D'accord ? Les études, c'est quoi ? C'est, imaginons qu'on divise le groupe en deux. Et ce groupe-ci, on va vous enseigner avec un cours magistral. Et ce groupe-là, on va vous enseigner avec de la discussion. D'accord ? Et puis, on vous donne le même examen après. Et on regarde quel groupe réussit mieux. Et donc, c'est du quasi expérimental. Où, en fait, dans ce cas-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont regardé un certain nombre d'études. Donc, c'est un N majuscule parce que c'est des études et pas des individus. D'accord ? 94 études lors desquelles l'objectif de l'enseignant, c'était simplement que les étudiants retiennent l'information, que les gens sortent de là et qu'ils soient capables de nommer un certain nombre de choses. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? En jaune, c'est les études où le cours avait le dessus sur la discussion. En rouge, c'est les études où la discussion avait le dessus. Et en bleu, au centre, c'est les situations où il n'y avait pas de différence entre les deux dispositifs. D'accord ? Regardez par contre, alors on a seulement 15 études, parce qu'en 98, on n'avait pas encore commencé à faire beaucoup de recherches là-dessus. 15 études où là, l'objectif de l'enseignant, c'est que les gens développent leur esprit critique, l'analyse critique, réflexion. Donc on est dans ce qu'on appelle des compétences intellectuelles de haut niveau. Et là, on voit qu'il n'y a pas photo. La discussion a quand même un avantage beaucoup plus intéressant que le cours magistral. Je vous montre ça pourquoi ? C'est qu'il y a des gens qui croient qu'il faut absolument faire de l'interactif. Et ils le font mal. Et ils le font à des moments où ce n'est pas essentiel. Est-ce qu'il y a des gens qui enseignent l'anatomie ici ? Non ? En anatomie, généralement, les gens, ils n'ont pas vraiment besoin de réfléchir sur la pertinence du cubitus dans le corps humain. D'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, vous aurez appris ça au moins aujourd'hui, le cubitus a changé de nom. Ça s'appelle l'ulna maintenant, c'est ça ? Et ça a même changé de genre. En fait, dans des cours comme ça, l'objectif, c'est de la rétention d'informations. Alors pourquoi est-ce que j'irais faire de l'interactif dans ces classes-là ? Si ce n'est que pour rendre les choses un peu plus vivantes. Mais on voit qu'ici, l'interactivité n'a pas de fonction en termes d'apprentissage. Tandis que dans l'autre cas, si je veux vraiment que les gens réfléchissent, je dois les placer dans le siège du conducteur et je dois leur dire, vous en pensez quoi ? Vous en discutez avec vos collègues et puis je veux savoir ce que vous pensez après. Là, je les force à entrer dans des réflexes d'analyse critique, de réflexion. D'accord ? Donc, quelle est ma stratégie ? Quel est mon scénario et quel est mon objectif, ma compétence visée ? Si j'ai une compétence intellectuelle de haut niveau, là, ça vaudra la peine de faire de l'interactivité. Ce que ça veut dire ici, en gros, pour les gens qui viennent des sciences humaines et sociales qui n'avaient pas besoin du graphique, c'est que faites de l'interactivité, mais pour une raison. Faites de l'interactivité si vous voulez amener les étudiants à une compréhension plus en profondeur. Si vous ne voulez pas ça, ne perdez pas de temps à faire de l'interactivité. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des formations, genre ressources humaines ou autres, où on vous faisait faire du travail de groupe, là, puis des mises en commun après. Vous savez, le genre de mise en commun où on passe les 186 groupes à tour de rôle pour faire un rendu. Et puis déjà au 38e, la moitié de la classe a perdu conscience. Et alors on se dit, mais dans le fond, pourquoi est-ce qu'on a fait du travail de groupe ? Ben, c'est exactement pour ça. C'est que ça ne cadrait pas avec l'objectif. D'accord ? Alors justement, il y a des collègues toujours australiens qui ont fait des recherches empiriques aussi sur l'enseignement et l'apprentissage. Et là, je vais vous montrer deux petits modèles comme ça. Alors, rassurez-vous, c'est des modèles théoriques, mais très très simples à comprendre, qui nous permettent de comprendre pourquoi on voudrait faire de l'interactivité et à quoi ça sert. Alors, ce que Ramsden a fait dans ses recherches, alors il a travaillé dans quelque chose qu'on appelle de la phénoménographie. En gros, de la phénoménographie, c'est qu'on interviewe des gens et suite à l'entretien, on regarde quel type de profil a cette personne. On fait un profil et on dit voilà, on a un profil ici. J'interviewe une autre personne, je fais son profil et je me dis est-ce qu'elle est dans le même profil ou est-ce que c'est un profil différent ? Et je fais ça jusqu'à ce qu'il y ait saturation, jusqu'à ce que je ne rencontre pas de profil nouveau. Et en faisant ça, ils ont découvert que les enseignants du supérieur avaient des représentations différentes et des visions différentes de ce que c'est bien enseigner. Et là, je vous en présente seulement 3, mais ils en ont 6 ou 7 dans leur recherche.
Alors on a des gens pour qui enseigner, c'est bien transmettre un contenu. Ça, c'est la posture qu'on appelle transmissive. C'est la posture qui cadre bien avec le modèle des années 70 du cognitivisme dont je parlais, qui est très vintage. Mais le problème, c'est que, comme je disais, si je transmets et que je fais simplement parler, même si j'organise bien mon discours, j'ai aucune preuve que vous avez appris. Quand vous partez, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez compris. Et comme Frédéric Dardel le disait, peut-être qu'à l'examen, ce que vous allez me rendre va être complètement contraire à ce que j'ai dit et qu'il n'y aura pas eu de mécanisme de vérification. On a d'autres personnes qui, elles, cherchent à organiser des activités pour les étudiants. Bon, moi, je vais leur faire ci, je vais leur faire ça. Par contre, ils ne sont pas au clair sur quel est l'objectif derrière. Donc, ici, on était centré sur la matière, la couverturite. Il faut vraiment que je passe toute ma matière. Ici, je suis centré sur l'interaction. Il faut vraiment que je pose des questions. Mais peut-être qu'elles ne servent à rien, mes questions. Un exemple de ça, c'est... Alors, je reprends un cas vécu. Dans un cours de marketing, l'enseignant dit « Ok, dans le cas que je vous ai fait étudier, c'était quel type d'intégration dans le marché ?» Alors là, on entend horizontal. Vous savez, là, le genre de réponse interrogative, là, de horizontal. Et puis là, on entend d'autres, parce qu'elle ne répond pas, on entend d'autres qui disent vertical. Et puis là, il y a une troisième possibilité, donc on entend diagonale. Et là, en fait, la prof, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « Vous avez raison, c'est horizontal. » À quoi servent les questions ici? D'accord? L'étudiant se dit « Mais pourquoi est-ce qu'elle nous pose des questions, dans le fond? Elle n'a qu'à nous dire que c'est horizontal. » Et puis nous, on a une chance sur 3 d'avoir la réponse, même si on ne sait pas. Donc, dans le fond, qu'est-ce que l'enseignante devrait faire? C'est une question pour vous. Vous irez loin. Posez la question « Pourquoi ?» Pourquoi c'est horizontal, ceux qui disent horizontal? Pourquoi c'est pas vertical? D'accord? On va voir tout à l'heure, je vais vous présenter quelques scénarios, et c'est un des scénarios. Demandez aux gens, votez. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a la réponse ici? Ceux qui ont dit que la réponse c'est A, pourquoi vous dites que c'est A? Qu'est-ce qui vous fait? Alors, en fait, c'est de les amener du quoi au pourquoi. D'accord? Et de ne pas laisser les étudiants sur le quoi. Ceux qui sont, genre, vos étudiants, ils aiment bien le quoi. Ils ne veulent pas savoir le pourquoi. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'il faut savoir, madame. C'est le quoi, d'accord? Pour l'examen particulièrement. OK? Donc, ici, oui, question. Non, c'est pas une question, c'est juste préciser que tout ça, ça demande beaucoup de temps. Ah oui? Non, parce que là, ça paraît, ouais, on va le faire. Moi, c'est des trucs que je fais. Ça demande beaucoup de temps. Au moins un an, Oui? voire plus. Voire plus. Ouais. Pour être habitué avec ça, c'est ça? Que les étudiants soient habitués Oui. à ça et fonctionnent comme ça. Ben, alors, le problème, je vous dirais qu'en France, il faut beaucoup de temps pour changer la culture. Parce que quand ils sortent de votre classe, ils vont voir d'autres personnes chez qui on n'oserait jamais faire ça. Et c'est là que ce qu'on appelle la solitude pédagogique de l'enseignant-chercheur, hein, le fait que vous ne parlez pas de pédagogie entre vous, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Lee Schulman aux États-Unis. Le problème, c'est que si justement on parlait de pédagogie, les collègues s'y mettraient peut-être aussi, et donc ce que moi je fais dans mon cours, ce serait plus facile parce que les collègues le feraient aussi. J'arrive à vous. Hein. Une petite anecdote par rapport à ça. Je me souviens d'une enseignante qui donnait un cours qui valait 2 ECTS. C'est combien d'heures d'apprentissage, 2 ECTS? Oula, alors à l'examen, vous allez avoir de la peine. Hein. C'est 25 à 30 heures d'apprentissage par ECTS. Donc on est à 60 heures d'apprentissage. Sciences humaines et sociales, un tiers, un tiers, un tiers. 20 heures de cours, 20 heures de travail perso. Donc elle demandait aux étudiants 1 heure de travail hors de la classe chaque semaine, ce qui est en dessous de l'heure 30 à peu près qu'ils auraient eu à faire. Alors les étudiants se plaignaient, il y a beaucoup trop de travail dans ce cours. Dans le cours du professeur Untel qui vaut 6 ECTS, on n'a rien à faire. C'est ça le problème, l'alignement sur le plus petit dénominateur commun. Et tant qu'on ne va pas se mettre à travailler en groupe avec des collègues, en UFR, en programme et ainsi de suite, les choses sont très difficiles à faire changer. Vous avez tout à fait raison. Oui, monsieur. Il y a des contenus qui ne se prêtent pas forcément à tous les cas de figure. Bon, on doit rester centré sur la matière d'un bout à l'autre. On ne va pas chercher l'esprit critique, on ne va pas chercher l'interaction même. D'accord. L'acquisition du langage, par exemple. D'accord. Alors, on ne va pas entrer dans le détail parce qu'il y a sûrement des gens qui sont dans l'acquisition du langage qui ne sont peut-être pas d'accord. Mais
c'est vrai qu'il y a des moments, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des moments dans mon scénario pédagogique où je n'ai pas besoin d'interactivité. Regardez, depuis qu'on a commencé, il y a des petits bouts où je suis le seul à parler. Et là, je n'ai pas besoin de vous demander. Mais il y a des moments où j'aurais réfléchi, je vais me dire, là, à ce stade-là, puisque je change du concept A au concept B, j'ai besoin de savoir si le concept A est maîtrisé. Si ce n'est pas le cas, ça ne me donne rien de passer au concept B. Parce que je vais en laisser la moitié derrière. Et là, moi, j'aurai la satisfaction du devoir accompli. J'aurais parlé pendant 2 heures et en plus, j'ai une superbe voix. Donc, c'est sympa. Non, je ne parlais pas de la mienne, je parlais de... Et à la fin, est-ce que les gens ont appris ou pas? C'est ça qui est le problème. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un bouquin qu'un collègue québécois, Saint-Onge, avait écrit il y a une vingtaine d'années ou presque, qui s'intitulait « Moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils » Et en fait, c'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a vraiment enseignement s'il n'y a pas d'apprentissage? Et donc, je devrais m'assurer d'avoir des preuves que les gens ont appris avant qu'ils partent de ma classe. OK, alors je finis avec ce modèle-là. Alors, 3 postures, hein, et à l'autre extrême, on a des gens qui, eux, sont beaucoup plus orientés sur faciliter l'apprentissage. C'est-à-dire, dans le fond, je vois qu'ils n'ont pas compris le concept A, j'aurais voulu couvrir le concept B, je laisse tomber le concept B pour le moment, je reste sur A, je reviens. Je vais trouver une autre façon de faire en sorte que les étudiants aient le concept B pour l'examen. Déjà, un truc, si on vous demande de faire 20 heures de cours, ne remplissez pas 20 heures de cours. Remplissez 16 heures de cours. Gardez-vous 4 heures de tampon pour pouvoir faire en sorte que s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, mais on n'aime pas ça, faire ça, parce que j'ai seulement 20 heures, j'en aurais besoin de 40. À l'université McGill, on avait eu des profs qui nous disaient, vous savez, le problème avec mon cours, c'est que c'est un cours d'un semestre seulement. Et si j'avais 2 semestres, là, franchement, je pourrais couvrir tout ce qui est à couvrir. Alors, on lui a donné 2 semestres. Qu'est-ce qu'il nous a dit après? En fait, il aurait besoin de 2 ans pour recouvrir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y aura toujours plus d'informations que ce que vous pouvez faire dans le temps que vous avez à disposition. Donc, à un moment donné, il faut faire des sacrifices. Regardez ce dont on parle là. Moi, je fais un atelier sur l'évaluation des apprentissages, comment construire des examens, en 3 heures. Quand j'étais à l'université McGill, j'enseignais un cours de 45 heures sur le sujet. Et je vous disais tout à l'heure, hein, 45 heures, les gens faisaient 2 fois ça en travail perso. Donc, on est à 90 plus 45 heures d'apprentissage pour le même sujet. Alors, quand je fais mon atelier de 3 heures, je parle très, très vite. Non, bien entendu, non. J'ai dû choisir des choses et me dire, pour ces gens-là, à ce niveau-là. Et en fait, ce qui est difficile pour vous en tant qu'expert de votre sujet, c'est d'accepter que vous parliez de ce sujet-là, mais à un niveau superficiel, à un niveau pas aussi en profondeur que ce que vous avez. Et ça, c'est normal. En psychologie cognitive, on appelle ça le phénomène de l'expertise. L'expert, il a énormément de difficultés à simplifier son savoir, parce que son savoir est intégré dans un ensemble de connaissances. La meilleure preuve de ça, imaginez que vous sortiez de chez vous un matin, votre voisin a entendu dire que les gens qui enseignent à la fac ou dans une grande école ont pour la plupart des doctorats. Et vous dites, vous avez déjà fait ça, vous, un doctorat? Vous dites, oui. Il dit, ça veut dire que vous avez écrit une thèse? Oui. C'était quoi le titre de votre thèse? Sur quoi ça portait? Et là, vous dites, oh là là, par où je commence? Parce que pour vous, c'est essentiel de tout expliquer sur quoi ça s'appuie. Et c'est ça l'idée. Comment, avec les étudiants, j'arrive à changer le niveau de précision du cours sans leur faire croire que c'est hyper facile, mais en même temps en adaptant à leurs besoins d'apprenants. Je me souviens aussi d'une prof dans les commentaires d'étudiants à l'évaluation des enseignements, les étudiants avaient écrit « On aimerait bien que la prof referme la parenthèse qu'elle a ouverte au premier cours ». En fait, là, il y avait peut-être beaucoup de matière dans le cours. Il y avait une main levée ici. Comment on fait pour simplifier, choisir et ainsi de suite? Alors, je vous dirais, déjà, pensez à Google Maps. Alors, je ne vais pas faire de la publicité pour Google Maps, mais vous avez tous et toutes utilisé Google Maps à un moment, le système du zoom. Avec Google Maps, vous allez pouvoir, ou avec Mappy ou un autre, hein, avec ces logiciels-là, vous allez choisir les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales. Vous, en tant qu'expert, experte, vous voyez tout. Vous voyez les autoroutes, les routes nationales, les départementales. Est-ce que les étudiants ont besoin des 3 types de routes? Est-ce que pour aller de, je ne sais pas moi, Montpellier à Lyon, on a besoin de leur expliquer toutes les routes nationales et départementales qu'ils peuvent prendre?
où on va peut-être prendre l'autoroute et on va parfois prendre des petits embranchements pour leur expliquer des choses. C'est dans cette logique-là. C'est de se dire, moi, mon niveau, c'est le niveau des routes départementales, mais peut-être qu'à eux, je dois calibrer à un niveau différent. Et là, il y a des outils. Il y en a qui ont déjà entendu parler du mind mapping, des cartes conceptuelles, les mind maps. Sinon, vous pourrez faire appel à Sapiens, qui va sûrement organiser des activités là-dessus. Et c'est un outil qui permet de réfléchir graphiquement à ce qu'on met dans un cours et de se dire, dans le fond, quelles sont les 10-12 notions essentielles dans le cadre de ce cours et comment je les organise pour que ça entre sur 18 heures, 16 heures, 20 heures, 30 heures. D'accord ? Dans l'ouvrage dont je vais vous parler, il y a un chapitre là-dessus. Si jamais, je fais de la pub, mais en même temps, je vais être transparent, je vais vous dire que j'ai renoncé à mes droits sur l'ouvrage pour faire réduire le prix. D'accord ? Alors, ça, c'est l'ouvrage qu'on a fait, c'est avec une douzaine de collègues. On répond à 20 questions que les gens nous ont posées au fil des ans, du genre comment je fais pour choisir le niveau de précision de mon cours, comment je fais pour utiliser un diaporama, comment je fais pour rendre un amphi actif. Vous allez voir, ce dont on va parler depuis ce qu'on parle déjà est dans un chapitre ici. D'accord ? Donc, oui. Je reviens au modèle centré sur l'intervention. En fait, moi, je suis dans le domaine de droit et notre prof, il est contre la note de participation. Donc, les étudiants, leur premier argument, chaque fois quand je pose des questions, est-ce qu'on va avoir quelque chose pour notre participation, la récompense, si vous voulez. Donc, je ne peux pas les mentir et donc l'intervention se réduit tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? Merci pour votre question. C'est bien. Merci pour votre question. Dans ce cas-là, on leur dit, mais en fait, votre participation vous aide à affiner votre compréhension, et ça veut dire que après à l'examen, ce dont vous allez devoir faire la preuve, vous allez savoir si vous en faites déjà la preuve. En fait, c'est de convertir ça il y a une valeur à l'apprentissage derrière. En fait, l'idée de l'interactivité ici, vous l'aurez compris, je pense, suite à la question que vous aviez posée sur l'évaluation ce matin, c'est que normalement, si j'enseigne de cette façon-là parce que je vise l'analyse critique, la pensée, la réflexion, ce que je vais évaluer en fin de semestre, ça de l'analyse critique, de la pensée, de la réflexion. D'accord ? Donc, j'amène les étudiants à voir l'utilité de participer en classe comme étant obtenir une preuve que je sais de quoi je dois faire preuve à l'évaluation. Donc, on sort de la logique de l'évaluation. Alors là, je vais paraphraser des collègues américains. On sort de la logique de l'évaluation que l'on fait subir aux étudiants pour entrer dans une logique d'évaluation que l'on fait avec les étudiants. D'accord ? On les prépare à l'évaluation dans une logique où je vous aide et puis vous allez savoir ce que vous devez faire. Je reviens avec mon exemple du code, de la conduite automobile. Lors des cours de conduite automobile, on vous dit ça, l'évaluation, si vous faites ça, vous allez avoir un problème. Ça vous dit quoi ? Ça vous dit je ne maîtrise pas la compétence, je dois faire telle chose. C'est exactement la même logique. Vous savez qu'on n'aime pas l'évaluation en France. Ah, mais il y a plein de choses qu'on n'aime pas en France. On n'aime pas l'évaluation. Vous savez, parfois, on l'a remplacé. Le contrôle Suivi de carrière. Suivi de carrière, d'accord. Bon, c'est intéressant. Oui. Mais il y a des gens qui parfois utilisent contrôle des connaissances aussi. Et moi, j'aime pas contrôle des connaissances parce que on évalue parfois des compétences. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on va plutôt parler d'évaluation des apprentissages. Il y a des gens qui utilisent évaluation des étudiants. On évalue plutôt les apprentissages des étudiants que les étudiants. Donc, si on veut être précis, c'est pour ça qu'on parle d'évaluation des apprentissages. Je reprends ça, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes venus. Donc, ici, on voit des postures différentes, d'accord ? On voit des gens qui enseignent de façon très transmissive. On a des gens qui organisent des activités, mais qui ne vont pas toujours au bout de leurs choses. Et on a des gens qui sont centrés sur s'assurer que les gens apprennent, ce qui veut dire que parfois, je vais faire du magistral, du transmissif. Parfois, je vais faire de l'interactif selon les besoins que j'ai. Et je ne porte pas de jugement de valeur sur les postures. Hein. Tout dépend des situations. Il y a des gens qui se retrouvent très bien dedans, et voilà. Des collègues australiens ont fait la même chose avec des étudiants. Alors là, vous allez reconnaître certains de vos étudiants. Et encore là, il y a plusieurs postures, mais dans les postures, on a, par rapport à l'apprentissage, des étudiants qui sont
dans ce qu'on appelle un apprentissage de surface, un peu ce que vous nous mentionniez tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois savoir pour l'examen? C'est juste ou c'est faux? Et en fait, je ne veux même pas réfléchir à ce qu'on m'enseigne, je veux simplement l'apprendre pour le recracher à l'examen. On a à l'autre extrême des étudiants qui sont plutôt dans ce qu'on appellerait un apprentissage en profondeur, où ils sont vraiment centrés sur l'intégration des apprentissages, de se dire oui, mais attendez, ce que vous nous expliquez là, c'est un peu ce qu'on a vu dans le cours de Monsieur Untel l'année dernière, là. Mais ce n'était pas ce qu'il nous expliquait, lui. Alors là, vous dites, quand même, un étudiant qui réfléchit. Sauf que c'est embêtant, parce que vous aimeriez bien qu'il fasse que prendre des notes. Là, l'étudiant est quand même centré sur l'intégration des connaissances. On voit que la personne veut aller en profondeur, veut comprendre. Et entre les deux, il y a une autre posture, bon, il y en a d'autres, mais c'est les postures principales, qui est celle de l'apprentissage stratégique. C'est-à-dire l'étudiant qui se dit, je sais qu'il faudrait quand même que je lise tout, que j'apprenne pas par cœur, que j'essaie de réfléchir, mais c'est quand même plus facile d'apprendre par cœur. C'est quand même plus facile de simplement me limiter à ça, puis je sais que de toute façon, ça me donnera probablement la note de passage. D'accord? Donc, est-ce que nous, en tant qu'enseignants, on permet ça? Est-ce que mon évaluation permet ce genre d'apprentissage-là? Ou induit même ce genre d'évaluation, ce genre d'apprentissage-là? Et dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Comment j'aide les étudiants à voir ce qu'ils font? Est-ce que des étudiants qui sont dans cette posture ici d'apprentissage de surface savent comment sortir de cette posture-là? Et certains ne savent absolument pas comment apprendre. J'ai entendu des histoires. J'étais dans le tram à Strasbourg et deux étudiants qui, je crois, sortaient de l'INSA discutaient entre eux des problèmes de mathématiques. Et un dit « Ah, tu sais, moi, j'arrive pas, je comprends pas les problèmes, j'arrive pas à les résoudre. » Et son collègue lui dit « Alors, écoute, moi, je vais te dire mon truc. Tu fais comme quand on apprenait des poèmes au lycée. Tu le lis à voix haute 20 fois et ça va finir par entrer. » Alors on se dit, alors ça c'est ce qu'on appelle dans le jargon un mécanisme idiosyncratique. Pas à cause du idiot, mais parce que la personne en fait, elle se crée une méthode parce qu'elle sait, elle connaît seulement cette méthode-là, elle se fait croire que c'est la seule méthode, c'est la plus efficace. Parce qu'elle n'a pas eu de gros échecs jusqu'à maintenant. Donc en fait, les gens ne savent pas trop comment apprendre parfois. Un autre exemple d'un cours où j'étais allé en observateur parce que l'enseignante voulait que j'aille observer son cours et lui donner un feedback. Une étudiante arrive en retard, comme ça, et c'est un cours de maths. L'étudiante arrive en retard et s'installe pas très loin de moi, donc j'ai pu voir comment elle s'organisait. Et là, elle sort son téléphone, au cas où elle reçoit des textos pendant le cours. Elle sort son iPod pour écouter de la musique. Elle sort tous ces trucs, ses crayons de couleur et tout, parce qu'on prend bien mieux des notes en couleur, bien entendu. C'est prouvé, tout le monde le sait. Et elle s'installe, et là, elle met ses écouteurs, elle remet ses cheveux par-dessus. Et là, elle regarde les tableaux. Il y avait 3 immenses tableaux remplis déjà. Et elle se dit, bon, ça commence où? Et là, elle commence à gratter. Et elle a simplement copié. Elle n'a pas compris que le son était important dans le cours. Et on se dit, mais c'est... Alors, les étudiants ont des méthodes d'apprentissage parfois comme ça, où c'est juste fascinant. D'accord? Donc, fascinant est un euphémisme aussi. Donc, les étudiants ont des méthodes d'apprentissage, les enseignants ont des méthodes d'enseignement. Et regardez ce que la recherche nous dit quand on croise les deux modèles, parce que les collègues l'ont fait justement. En gros, ça nous dit ça. Ça nous dit que les situations où l'enseignant est beaucoup dans une transmission de contenu, les étudiants ont tendance à se rabattre sur apprendre en surface. Les situations où l'enseignant est plus dans une logique de faciliter l'apprentissage, les étudiants ont tendance à apprendre davantage en profondeur. Ça vous dit quoi? Par rapport à l'interactivité, ça veut dire qu'il faut probablement être un peu plus interactif. Parce que si je reste dans la posture transmissive, j'encourage un comportement chez les étudiants qui ne mène pas aux apprentissages complexes ou intellectuels de haut niveau. Alors si, je reviens à ce que je disais, si votre objectif c'est de la rétention d'informations factuelles, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. L'exposé magistral fonctionne bien. Mais si vous voulez aller plus loin, il va falloir sortir de ça. Et là, vous allez me dire, parce que je l'entends souvent, oui, mais nous, c'est organisé que, alors, dans le CM, on fait de la transmission, et puis dans le TD et dans le TP, on fait la facilitation de l'apprentissage. Alors, dans certaines universités françaises, mais pas à Paris, il y a des problèmes de coordination entre le CM, le TD et le TP. Des fois, le TD et le TP arrivent avant la théorie. Des fois, dans le TD et le TP, on fait du CM, et ainsi de suite. Alors, si le mécanisme était infaillible, je vous dirais, il n'y a pas de problème. Mais il me semble qu'on peut quand même ajuster un petit peu. Et ça impliquerait quoi? Ça impliquerait que les gens qui font le CM, le TD et le TP utilisent un outil révolutionnaire qui s'intitule la communication. C'est-à-dire que les gens travaillent en équipe.
que les gens se parlent, que les gens sachent ce que l'autre fait et pourquoi il le fait comme ça et comment je peux compléter. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'au passage de Bologne, on est passé aux équipes pédagogiques. D'accord ? Avant Bologne, c'était un cours, un enseignant. Depuis Bologne, c'est un programme d'études, une équipe pédagogique. Et le problème, c'est que, alors, ça ne devrait pas être trop difficile puisque tout le travail de coordination que vous faites avec vos collègues est comptabilisé dans le calcul de la charge de travail. D'accord, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là aussi, on a un petit travail à faire de tenir compte du fait que si on enseigne en coordination, il faut quand même qu'on tienne compte des heures de coordination. C'est quand même du boulot. Et qu'on ne pense pas que l'enseignement, c'est que être devant un groupe à parler. Question et après je poursuis. Oui, juste je me rappelle de mes propres études et à un moment donné, j'avais la chance de prendre un livre sur justement la pédagogie d'apprentissage. Et ça m'a aidé. Donc, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut le coup de, à un moment donné dans le cours, amener ça aussi aux étudiants? Donc, de dire, alors, je vais vous dire, il y a des méthodes d'apprentissage, vous n'en avez pas entendu parler, voilà, on va faire, je ne sais pas, une demi-heure là-dessus. C'est assez intéressant ce que vous dites parce que, vous savez, on donne des cours de métier d'étudiants aux étudiants maintenant, dans certaines universités, mais est-ce que c'est hors de la classe que l'on fait ça ou est-ce qu'on ne devrait pas le faire en classe aussi? Et c'est là que tout dépend de l'image que j'ai de moi-même. Si je me dis, moi, je suis enseignant-chercheur parce que je fais de la recherche et puis pour payer mon loyer, je dois aller faire des heures de service devant des étudiants, là, j'aurais probablement pas envie de faire ça. Par contre, si je me dis, moi, mon rôle, c'est d'enseigner. Et pour enseigner, il faut que les gens apprennent. Peut-être que les gens ne savent pas apprendre. Peut-être que je vais leur donner des trucs. En fait, j'entre dans le mode d'emploi de mon cours. Alors, dans mon cours, regardez, je vais vous montrer 2-3 trucs de comment vous pourriez faire. Après, vous choisissez ce que vous faites. Alors, il y a de la littérature qui montre justement qu'on peut aider les étudiants avec des petits exercices pour mettre en évidence les façons d'apprendre des gens et corriger les erreurs de gens, typiquement celle qui prend des notes avec ses écouteurs ou l'autre qui répète 20 fois son problème pour le comprendre. Regardez en mathématiques, ceux et celles parmi vous qui faites faire des séries d'exercices aux étudiants. Moi, le nombre de fois où je rencontre des étudiants qui me disent « Ah, moi, ma méthode de travail, c'est simple, je fais la série d'exercices 2 fois. Comme ça, à l'examen, je me souviendrai des problèmes. » C'est quel type d'apprentissage ici? C'est de la mémorisation. C'est stratégique, mais ils sont dans les choux parce que l'examen, ça ne sera pas un examen où on va demander de se souvenir des problèmes. On va demander, en fait, la personne devrait plutôt comprendre que si elle fait des problèmes, c'est qu'elle doit développer la logique, la réflexion derrière le problème. Mais là, visiblement, seule cette personne-là, elle n'a pas compris ça. Comment on fait pour l'aider à comprendre ça avant qu'elle ne se plante à un examen? J'enchaîne avec ces éléments-là parce que le temps file. En fait, si on devait résumer l'interactivité, on pourrait parler de 2 types d'interactivité. Alors déjà, quand vous pensez à l'interactivité, vous avez tendance à penser à l'interaction entre l'enseignant et les étudiants. D'accord? Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir cette interactivité-là, un peu comme on fait maintenant avec des questions et je vous pose des questions. Ça peut être bilatéral, c'est-à-dire que vous me posez une question, je vous réponds. Vous me posez une question, je vous réponds. Vous me posez une question et je vous réponds. Et pendant ce temps-là, les autres se disent « Bon, mais je vais prendre mes mails pendant ce temps-là. » Ou ça peut devenir multilatéral, où vous me posez une question et je dis « Ah, c'est intéressant comme question. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres ?» Et là, qu'est-ce qui se passe? Je viens en fait d'aller chercher les autres. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous critiquiez mon cours avec 1200 personnes, tout dépend de comment on le fait. Si je demande à 5 personnes sur 1200 de parler, je ne sais pas ce que ces 5 personnes-là... Je sais que 5 personnes ont compris telle chose. Si je demande à 5 personnes qui ont travaillé dans des groupes de 8 de prendre la parole et qu'à chaque fois qu'elles prennent la parole, je demande à d'autres personnes de réagir, j'ai déjà une meilleure idée de la compréhension générale dans le cadre du groupe. Donc c'est là de voir quels sont les scénarios que je vais utiliser. Et je vais terminer tout à l'heure avec une série de scénarios qui existent déjà, que vous pouvez utiliser, encore une fois, pas importer directement dans vos cours, mais plutôt pour réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, dans le cadre de vos cours. Donc les 2 types d'interactivité, on a donc entre l'enseignant et les étudiants. Et là, c'est soit je réponds à vos questions, soit je vous pose des questions. Moi, ce que j'aime bien dire aux étudiants dans mes cours, c'est qu'après 2 fois où je leur dis « Est-ce qu'il y a des questions ?» et qu'ils ne me répondent pas, et qu'il n'y a pas de questions, c'est moi qui commence à poser des questions. Et alors, la 2e fois, généralement, souvenez-vous, je vous ai dit qu'après, s'il n'y avait pas de questions, c'est moi qui commence à poser des questions. Et là, subitement, il y a des mains qui se lèvent.
D'accord? Et en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que je réduis la possibilité de juste laisser couler et puis faire comme si on avait compris, puis voilà. On peut demander... Alors, vous lisez à l'avance, vous, parce que c'est justement ça. C'est de faire de l'interactivité entre les étudiants aussi. Mais là, comme vous disiez tout à l'heure, notre collègue, c'est un petit peu le bazar dans la salle de classe. Donc, je dois être prêt à ne plus être le centre d'attraction. Et en fait, je suis en train de me dire, mon rôle, c'est pas que être l'expert du contenu, mais c'est aussi être expert du processus d'apprentissage. Être expert du fait que j'ai un scénario dans ma tête. Là. Je vais faire ça, après on va passer à tel exercice, ensuite on va faire ça, et ça devrait avancer. À la fin du cours, les gens devraient avoir développé la compétence. Alors justement, entre les étudiants, on leur fait jouer le rôle d'informateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'enseigner mutuellement, et aussi le rôle d'amis critiques, c'est-à-dire qu'ils vont poser des questions à leurs collègues pour aider leurs collègues à voir s'ils ont compris ou pas. Alors, je vous rappelle qu'on mettra tout ça à disposition et qu'il y a un chapitre dans le bouquin là-dessus. Justement, on va déjà passer à un exercice. Vous allez vous tourner vers... Alors, vous allez le faire à 3 ou à 4. Alors là, je vais vous expliquer une petite question logistique en termes de gestion de classe. Si vous travaillez à 3, vous pouvez travailler à 3 comme ça. À 4, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que les 2 personnes de chaque bout n'entendent pas très bien celle du centre. À 4, vous travaillez comme ça. D'accord? Alors, si vous voulez, dans votre groupe, faire travailler les gens à 4, vous dites, vous vous tournez, vous vous tournez pas, vous vous tournez, vous vous tournez pas, vous vous tournez, vous tournez pas. D'accord? Ça prend 20 secondes, mais ce ne sera pas le bazar. Ou encore, vous dites, voilà, vous allez travailler par 2 ou 3. 3, comme ça ici, 3 à peu près comme ça, 3 à peu près comme ça, c'est bon. 20 secondes, le groupe est organisé, les gens travaillent. Si vous leur dites, alors essayez de vous regrouper 3 ou 4, essayez de ne pas travailler avec des gens avec qui vous avez déjà travaillé. Ce sera la pause, hein? D'accord? Donc, vous travaillez soit à 3, soit à 4, vous essayez ce que vous voulez, je vous laisse quand même libre, on est à l'université. Vous avez 5 minutes, donc vraiment que 5 minutes. Elle est où ma zapette? Elle est là. Vous avez 5 minutes et l'idée c'est, selon vous, quel est l'impact sur l'apprentissage des 2 types d'interactivité dont on vient de parler? L'interactivité entre l'enseignant et les étudiants et l'interactivité entre les étudiants. Ça fait quoi l'apprentissage? Ça aide, ça nuit? Si ça aide, comment? Si ça nuit, comment? D'accord? Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos réponses dans un petit moment, quelques réponses. Je vous donne 5 minutes pour discuter avec des collègues. Allez-y. Oui. Si je puis me permettre une remarque. Oui. Vous n'avez pas été bon là. Pourquoi? Vous nous avez indiqué 3, 4, mais vous n'avez pas tranché sur le 3 ou le 4. Mais justement parce que vous êtes des gens responsables. Hein. Ben non, c'est bien le problème. Alors, ça a fonctionné comme ça. Bah, allez-y, Alors là, faites il comme vous aurait voulez, mais fallu- travaillez. Et regardez, hein. Non, ils travaillent les autres. Allez, travaillez. Travaillez. Vous travaillez avec qui là? Vous travaillez avec qui? Ça se voit pas, c'est toute la question. Mais bougez. Vous travaillez avec qui? Voilà, on sait pas si on doit se retourner ou. Mais vous voulez travailler avec qui? Moi, je m'en fiche, je suis ouverte. Bon, mais alors regardez, ça va être plus facile. Vous vous tournez, voilà. Non, mais ça, vous étiez capable de prendre la décision par vous-même. Hein. Vous avez laissé le flou. C'est la déresponsabilisation. Pas possible. Les gens à l'arrière sur leurs ordinateurs, là, vous travaillez aussi? C'est bon? Ok.
Ok, je vais vous demander de revenir en grand groupe. C'est un peu artificiel comme exercice. C'est surtout pour vous montrer comment ça se passe, d'accord? Alors les gens à l'arrière, les gens, on va revenir en grand groupe. Merci. On revient dans tout le groupe. Normalement, je n'ai pas besoin avec les étudiants, mais on voit que les enseignants, c'est plus dissipé. Ok, c'était surtout pour vous montrer la dynamique, comment ça se passe, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à quelques groupes une idée, comme ça, et je vais les noter. Et là, vous allez voir aussi une autre utilisation du diaporama. C'est ce qu'on appelle le tableau blanc par diaporama. Vous vous faites déjà un tableau avec des puces, et puis vous avez qu'à dactylographier ensuite. Bon, il faut savoir taper plus rapidement qu'à 2 doigts, par contre, hein, parce que sinon, ça ne va pas. Donc, vous parlez fort, et puis je vais répéter, et puis je crois que le micro capte, à peu près, si je parle comme ça. Ok, alors un premier groupe, à l'arrière peut-être. Qu'est-ce que je viens de faire là? Parlez fort. Oui. D'accord. Donc c'est la question qu'on disait, la question quoi ou la question pourquoi, d'accord? D'accord. Et a un impact sur la motivation. Un impact positif. Ok. Un autre groupe pour l'autre colonne. De ce côté-ci, un groupe pour la colonne entre les étudiants. Oui. Oh. Ah, ils suivent les gens, c'est bien. D'accord. Alors on revient dans la colonne enseignant-étudiant. Quelqu'un plus en avant ici, un groupe plus devant. D'accord. Des étudiants? Ou l'attention de l'enseignant? D'accord. Et un autre élément pour la colonne entre les étudiants, de ce côté-là peut-être? Oui? Moins stressé? D'accord. Très bien, merci. Ok. Regardez, on va arrêter l'exercice maintenant. C'était pour vous montrer. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que pendant que je prends les notes, les étudiants, ils ont le temps de prendre les notes. À la rigueur, on peut même leur laisser le diapo après avec les notes qui sont prises. Généralement, les étudiants écoutent parce que c'est un moment qui va être relativement court. On ne va pas faire ça pendant 20 minutes. Là. 10 minutes, 15 minutes. Et c'est une mise en commun au hasard. Je peux même aller plus loin et dire, est-ce qu'il y en a qui ont des réponses très différentes de ça? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Et donc, essayer d'aller chercher les extrêmes pour rapidement couvrir l'ensemble du terrain. Et là, regardez, on a mis quoi en tout? 7-8 minutes pour vous faire travailler rapidement, recueillir des informations. Donc, normalement, vous pourriez le faire un petit peu plus longtemps, il n'y a pas de souci, mais c'est une méthode qui peut fonctionner. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est un ensemble de scénarios qui existent, qui peuvent vous inspirer sur rendre les étudiants plus interactifs dans les cours. Alors, ils sont décrits en détail dans le chapitre de l'ouvrage, mais alors, grâce au fait que je sois le responsable du bouquin, j'ai fait un extrait et puis je les ai mis sur les diapos, donc vous les aurez sur les diapos. Il faut d'abord se poser la question de savoir quel est mon objectif. Hein. Tout à l'heure, on se disait il faut d'abord avoir un objectif de compétences autres que simplement de la rétention. Donc, si je veux faire de la rétention, je n'utilise pas ça. C'est beaucoup trop chronophage. Mais si je veux aller plus loin, après, c'est à quoi ça sert? Alors, ça peut être pour confronter les points de vue, pour faire en sorte que les gens réfléchissent, d'accord? Ça peut être pour évaluer la compréhension des étudiants, et ça peut être pour favoriser la coopération entre étudiants, d'accord? Donc, si je regarde confronter les points de vue, un scénario que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle le penser, comparer, partager.
Penser, comparer, partager, en anglais think, pair, share, on peut appeler ça aussi la technique de la boule de neige. Imaginez la boule de neige qu'on pousse qui devient de plus en plus grosse. On dit aux gens, prenez un moment pour réfléchir individuellement à la question que je vous pose, et vraiment vous leur dites 3 minutes et ils doivent... Et ensuite, vous vous tournez vers un collègue. Pour les gens qui avaient de la confusion à l'arrière, je vous dirai à ce moment-là de quel côté vous vous tournez. Mais ça aussi, il faut le dire. Hein. Voilà, vous vous tournez vers un collègue ou 2 collègues et vous discutez pendant 3, 4, 5 minutes de ce que vous avez. Vous comparez vos réponses. Une fois que c'est fait, vous vous tournez vers les gens derrière vous. Et là, vous comparez les réponses. Et vous essayez d'arriver à un consensus. Et après, là, je vais demander aux gens, est-ce qu'il y a des idées qui ont émergé dans vos groupes? Qu'est-ce qui se passe? En fait, les gens peuvent plus la couler douce, là. Parce que déjà, même quand on fait faire du travail de groupe, qu'est-ce qui se passe? Il y en a toujours 1 ou 2 qui bossent et les autres qui se laissent un peu aller. Donc là, les gens ont tous des idées. On les a fait réfléchir avant. Et donc, les gens, normalement, participent beaucoup plus. C'est un truc qui se fait assez facilement. Si vous le faites en amphi, les consignes affichées au tableau, parce que sinon, les gens ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Vous êtes très strict sur le temps. Vous leur annoncez, voilà, il vous reste 1 minute pour cette étape-là. Passez à l'étape suivante. D'accord ? On prendra les questions sur les scénarios après. D'accord ? Je vais passer à travers les 9 scénarios ou les 8 scénarios et on prendra les questions après. Deuxième scénario, les boss group. Ça, vous avez déjà fait ça et ne le saviez même pas que ça s'appelait comme ça. En gros, on forme des groupes de 4 à 6 personnes. Est-ce que vous savez quelle est la taille maximale d'un groupe pour que ça fonctionne bien ? Il y en a qui sont perspicaces. Ils disent si c'est 4 à 6, ça doit être 6. Vous avez fait partie de son cours. Alors, ça dépend, hein, bien entendu, mais ça dépend des compétences de gestion de groupe que les gens ont dans le groupe. Parce que, vous voyez, alors, là, je ne peux pas le tracer parce qu'on n'a pas de tableau, mais un groupe, d'abord, c'est 3 personnes. Hein. Un binôme, ce n'est pas vraiment un groupe. 3 personnes, il y a combien de relations? 3. 4 personnes, on est à combien de relations? Plus, c'est ça. À 5, encore plus. Et à 6, encore beaucoup plus. En fait, c'est exponentiel. Et en fait, à chaque personne que vous ajoutez dans le groupe, et là, je parle sur le réserve des psychologues sociaux dans le groupe, à chaque personne que vous allez ajouter, vous complexifiez les relations dans le groupe. À moins que les gens aient compris ce que c'est qu'une dynamique de groupe, sachent s'autogérer, aient des règles pour que ça fonctionne. Et ça demande quand même passablement de maturité. C'est pour ça que vous pouvez faire des groupes de plus de 6 personnes, 7 personnes, mais là, vous devez les aider en leur donnant des règles de fonctionnement. Identifier un président de séance, identifier quelqu'un qui garde l'œil sur le temps, quelqu'un qui s'assure que tout le monde prenne la parole, quelqu'un qui s'assure que vous soyez vraiment sur la tâche à exécuter. Et ça n'a pas besoin d'être toujours la même personne, ça peut tourner, mais qu'il y ait au moins ces fonctions-là de régulation qui vont avoir lieu dans le groupe. Si vous n'avez pas ça, que vous leur faites faire du travail de groupe à 10-12, vous viendrez me voir pour m'en parler. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a divisé le grand groupe en sous-groupes. L'enseignant pose donc la même question à tous les groupes. Vous avez la même tâche à faire. Et là, vous avez un rapporteur. Et à la suite de ça, c'est là que chaque groupe fait son rapport de ce qui a été fait. Et ça, c'est super intéressant généralement. Parce que le premier groupe dit un peu toutes les réponses. Le deuxième dit ce qui manquait. Et là, les 15 autres groupes se disent « Mais qu'est-ce qu'on va dire? Nous, on n'aura rien à dire. Hein. » Alors, si vous ne voulez pas que ce soit mortel comme ça, ce que vous faites, c'est que vous dites « Un groupe, une idée. » Et on passe à un autre groupe. Et vous tournez comme ça jusqu'à ce que toutes les idées aient émergé. Et ça évite que les gens s'endorment pendant qu'un autre groupe parle. D'accord ? Donc, le scénario assez commun, avec des petits détails techniques comme ça sur la façon de faire le rendu. Un troisième scénario, alors je vous conseille celui-là, je ne l'ai jamais mis en œuvre. Si vous êtes intéressé, il y a une vidéo sur YouTube. Vous faites une recherche, c'est en anglais, hein, vous faites une recherche Fishbowl vidéo et vous allez voir une vidéo de comment ça fonctionne. L'idée ici, c'est de se dire, on ne peut pas faire une discussion du type discussion engagée avec tout le groupe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un noyau de discussion qu'on va placer au centre. Généralement, on le fait sur du plat, hein, pas en amphi. On va faire un aquarium, en fait. On va mettre des gens au centre et c'est eux qui vont discuter et les autres doivent analyser la discussion. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord, à un moment, la personne qui est à l'extérieur, dans le cercle extérieur, peut lever la main pour prendre la place de quelqu'un qui est à l'intérieur. Ou encore, l'enseignant peut dire « Cette semaine, les 8 personnes qui vont être dans le cercle pour discuter sont les personnes suivantes. »
Et en fait, les autres ont un travail à faire, de prendre des notes et ainsi de suite. Ça permet d'entrer en mode interactif avec un plus petit groupe pour aller plus rapidement dans ce que vous voulez faire et aux autres de quand même capter quelque chose. Ce n'est pas la même chose que faire une présentation d'un étudiant et demander à tous les autres d'écouter et d'apprendre par osmose. Et là, je veux vous dire qu'ils n'aiment pas trop ça, les étudiants, du moins c'est ce qu'ils me disent, parce qu'ils disent, ben dans le fond, on apprend de quelqu'un qui a une semaine d'avance sur nous. Donc ça donne quoi? En plus, la prof, franchement, elle ne fait pas son travail. C'est elle qui devrait enseigner. Donc, le groupe dans le groupe. Donc, on a vu 3 méthodes là qui permettent en fait de confronter les points de vue, de faire apparaître les divergences pour que les gens puissent réfléchir à ce qui est présenté. Si on passe sur évaluer la compréhension des étudiants, ça, je termine généralement tous mes ateliers avec ça. On va le faire tout à l'heure, mais c'est en fait le one minute paper, donc c'est la dissertation d'1 minute, si on traduit littéralement. C'est l'idée de dire, à la fin d'un cours, vous, généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte qu'il ne vous reste que 5 minutes et vous avez encore 15 minutes de matériel, vous accélérez. Et les étudiants, pendant ce temps-là, ils sont d'une attention irréprochable. Vous savez qu'à la fin, les étudiants, ils attendent seulement que vous ayez fini pour partir ou ils partent déjà avant, d'accord? Alors, l'idée, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que je ne construirais pas dans mon scénario un moment de consolidation? Ou un moment où je dis, OK, maintenant, on va faire le point de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et là, on dit, OK, aux étudiants, quelles sont les 3 choses les plus importantes que vous avez apprises aujourd'hui? Ou encore, je leur pose une question qui peut se rapprocher de questions qui seraient posées à l'examen. Et en fait, il y a 2 possibilités. Soit je demande à quelques volontaires de répondre, de partager, donc oralement. Et là, moi, tout de suite, j'ai un retour à savoir si les gens ont compris. Ceux qui n'auront pas compris vont déjà réagir en disant « Mais attendez, ce n'est pas ce qu'on avait compris, nous », et ainsi de suite. Ou encore, je peux le faire en partie sur Moodle, donner des réponses ou donner des résultats sur Moodle. Ou encore, je peux demander aux gens de le faire sur un bout de papier et de prendre les bouts de papier, de passer à travers rapidement, juste pour voir est-ce qu'ils ont les 3 concepts fondamentaux. Et là, je peux dire, c'est pas très écologique, je sais, mais vous pouvez dire, ben voilà, au prochain cours, je vais redémarrer en clarifiant certains éléments à partir de ça. Ou, même si les gens sont tous sur la bonne longueur d'onde, je peux me servir de ça pour redémarrer le cours suivant. On le fera tout à l'heure, vous allez voir comment ça fonctionne. Le mini-quiz. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler des boîtiers de vote électroniques? Est-ce que vous saviez qu'avant les boîtiers de vote électroniques, il y avait des choses qui existaient? Alors, c'est ça ici le scénario. C'est à l'époque, on avait des cartons de couleur. D'accord? Ou, pire encore, on faisait lever la main. C'est quand même pas mal, ça, la main. C'est rare que ça ne fonctionne pas, le truc. Hein. Alors, l'idée ici, c'est vraiment de faire prendre la parole, de faire se positionner les étudiants sans nécessairement leur faire prendre la parole. Je l'ai fait avec vous tout à l'heure quand je disais, alors, qui vient de telle institution? Qui vient de telle institution? J'aurais pu dire, selon vous, à quoi ça sert de faire parler les étudiants en classe? Qui pense que c'est pour les réveiller? Levez la main, et ainsi de suite. Alors, carton de couleur, levez la main, peu importe. L'idée, c'est d'amener les gens à se positionner. En se positionnant, ils sont déjà un petit peu plus actifs. Si on s'arrête là, c'est quand même dommage. Et c'est là que moi, je suis un peu critique des boîtiers de vote électroniques dans les scénarios qui sont vendus. On vous dit, le boîtier de vote va révolutionner votre enseignement. Ce n'est pas l'outil qui révolutionne, c'est celui qui est derrière l'outil. D'accord? Et si vous posez des questions comme horizontale ou diagonale, et puis que vous arrêtez là, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si vous dites, OK, ceux qui ont répondu horizontale, j'aimerais savoir pourquoi vous avez dit horizontale. D'accord? Alors, il y a des collègues de Paris 5 qui ont fait une petite expérience autour de ça. Thierry, tu veux juste en dire un mot? Il se trouve que Xavier Coumoul, qui est ancien en faculté de biomédicale, est venu me voir il y a déjà presque 3 ans en posant ce type de questions et pour justement dynamiser un cours d'1 heure et demie en disant j'ai lu dans des publics de sciences cognitives qu'au bout de 20 minutes on décrochait. Je pense que dans ton amphi, là, non, ça n'a pas été le cas, hein, j'ai vérifié. Et donc, j'ai apporté une solution d'ingénierie pédagogique derrière de TIS sur des outils pour remplacer les boîtiers de vote, puisque le constat qu'on a fait, c'est qu'un boîtier de vote, il faut le distribuer au début, le récupérer à la fin. Le modèle américain, c'est l'étudiant l'achète
au début de son cursus. Il va dans la librairie, il lui appartient. Pour des raisons de marché public, de problèmes de droit de tarifs, c'est impossible en France. Donc on a fait ça en mode Bring Your Own Device, apportez vos appareils numériques. Et donc les étudiants répondent aux quiz Moodle sur leur smartphone ou leurs ordinateurs ou quelques tablettes. Alors là, je laisse la parole à Xavier, parce que ça, c'est la réponse technique. Mais effectivement, Xavier, quand on répondait à tes questions entre enseignants ou entre étudiants entre eux, bon, on a des exemples par rapport à ça sur ces technos. Ouais, merci. Bon, c'est super comme conférence, j'adore moi. Non, mais ce qu'on a essayé de faire vraiment, c'est qu'il y ait une complémentarité sur les deux approches, c'est-à-dire étudiants-enseignants et puis étudiants entre eux. Dans le sens où on a fait quelque chose de très simple. On a mis en place des QCM, des mini-quiz, à 4 questions, A, B, C, D. Alors au début, on n'avait pas l'interactivité, le Bring Your Own Device, on faisait à main levée. Et puis, ce qui a été intéressant, c'est de commencer à poser des questions sans leur donner la réponse tout de suite. On leur pose la question, on leur montre éventuellement comment ils ont répondu. Alors l'idéal, c'est qu'il y ait 25%. Parce que du coup, ils ne savent pas quelle est la bonne réponse. Et après, on leur dit, qu'est-ce que vous en pensez? Rediscutez entre eux et répondez une deuxième fois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que systématiquement, ça améliore les réponses. Parce que le langage qu'on a, nous, et le langage qu'ils ont, eux, n'est pas nécessairement le même. Et la compréhension des données qu'on leur donne, alors il y en a qui vont comprendre facilement, et puis il y en a d'autres qui ne comprendront pas, parce que la manière dont ils se parlent entre eux n'est pas la même que la nôtre. Donc c'est important de les faire parler entre eux, de ce que l'on leur transmet. Voilà, c'est la principale chose que je vais dire. Parce que et pour conclure, on a aussi un aspect quantitatif, puisqu'on peut reprendre sur Moodle les histogrammes et savoir... Donc typiquement, ton sondage de départ sur qui vient de quel établissement, Françoise aurait directement les réponses. Tout le monde aurait les réponses. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde a tout de suite l'information. Donc l'étudiant qui a répondu D, qui est le seul à répondre D, est capable de se dire, mais je pense en fait que j'ai un souci, je ne comprends pas la matière. Là. Et donc, ils n'ont pas peur. Ça, alors, tout à fait. Non, alors c'est ça, l'anonymat fait que les gens répondent tous. L'idée, c'est qu'il faut quand même à un moment briser l'anonymat si on a besoin que les gens parlent. Hein. C'est ça l'idée. Mais une fois que l'anonymat les a amenés dans le processus, on arrive à aller les chercher. J'enchaîne avec d'autres scénarios. Le scénario du remue-ménage ou du brainstorming. Ici, l'idée, c'est qu'on peut faire justement des groupes de taille plus grande parce qu'on va attribuer 2 rôles à chaque groupe. Le rôle de président et le rôle de secrétaire, donc scribe. Et l'idée ici, c'est, vous expliquez la problématique et une fois que vous avez donné le problème, là, les gens sont en plus grand groupe et s'organisent dans leur travail. L'idée, c'est qu'ils arrivent justement à ce que chacun parle et puis on fait un consensus. Donc, c'est une version différente du boss group de tout à l'heure. Donc, vous voyez que c'est des variations sur un même thème. Hein, c'est pas... Les scénarios maintenant pour favoriser la coopération entre étudiants, le puzzle, le jigsaw. Ça, c'est une méthode qui fonctionne super bien, mais dans la durée. À court terme, c'est extrêmement chronophage. L'idée ici, c'est que vous organisez les groupes et qu'à un moment donné, vous allez réorganiser le groupe de façon à ce que les gens s'enseignent mutuellement. Alors, je vous donne l'exemple. Ce que j'aurais fait, si on avait fait quelque chose comme ça, c'est qu'à un moment donné, j'aurais dit A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4. J'aurais, bon voilà. Et là, je dis, bon, pour le premier exercice, tous les A travaillent ensemble, tous les B travaillent ensemble, les C, les D. D'accord ? Vous travaillez pendant un moment. À la rigueur, ça peut être une semaine, vous travaillez dans ce groupe-là. La semaine suivante, cette semaine, tous les 1 travaillent ensemble, tous les 2 travaillent ensemble, tous les 3, tous les 4. Ça permet de réorganiser votre groupe très rapidement. Et en fait, ça fait qu'il y aura dans le deuxième groupe un expert de chaque thème vu dans le premier groupe. Et donc, les étudiants s'enseignent mutuellement. J'utilise aussi dans des groupes, quand j'ai une trentaine d'étudiants, ou jusqu'à 40 à peu près, j'ai des cartes de couleurs avec un chiffre. Et je leur distribue en revenant de la pause. Là, ils me disent tous, c'est pourquoi, c'est pourquoi. Et quand je dis, ils me disent tous, c'est vous, ça généralement, c'est des enseignants avec qui je travaille. Et là, je leur dis, là, on va travailler avec les couleurs, après on travaillera avec les chiffres. Et ça permet de regrouper, réorganiser votre groupe, parce qu'imaginez que vous disiez, bon, pour le prochain exercice, vous allez vous regrouper, mais là, je voudrais une personne de chaque groupe précédent dans tous les groupes. Vous n'en finissez pas. Hein.
Alors, ce que vous faites, c'est que vous leur expliquez ça, vous projetez la disposition de la salle de classe et vous leur dites, voilà, les 1 sont là, les 2 sont là, les 3, les 4, les 5. Alors, j'aurais dit tous les A, tous les B, tous les C, les D, les E, les F. Comme ça, les gens savent où aller. Mais vous le projetez, c'est encore mieux parce qu'ils peuvent regarder, voir où ils doivent aller. Comment ? Alors, comment est-ce qu'on chaîne les questions? Comment est-ce qu'on les relie? Mais ça dépend de la problématique que vous voulez travailler. Normalement, ça peut être, regardez, je vous donne un exemple d'un cours où la prof a utilisé ça. C'était un cours où il y avait en prévention de la criminalité, en sciences criminelles, où il y a une dimension démographique, dimension économique, dimension juridique. Alors, pendant un certain moment durant le semestre, il y avait un groupe de juristes, d'économistes, de démographes. Et pour une deuxième tâche, on a regroupé les gens où là, ils travaillent sur des projets complexes. Donc, ça dépend de la tâche qu'on veut leur faire faire. Dernier scénario, les syndicats. C'est une approche, bon oui, ça s'appelle comme ça parce que c'est traduit de l'anglais où on parle de syndicate. Ici, l'idée, c'est de faire des groupes, toujours, hein, 4 à 8 étudiants. Il y a plusieurs questions qui ne sont pas les mêmes pour chaque groupe, d'accord? Donc, vous répartissez les tâches à faire. Et puis, discussion au sein du groupe. Et ensuite, présentation orale des divers groupes. Et là, étant donné que ce n'est pas la même chose que les autres groupes ont vu, mais là, ils écoutent. Et ils peuvent justement, ou ils doivent poser des questions. Donc, on est encore une fois dans l'enseignement réciproque, mais avec des groupes plus petits. Je vous montre l'exercice réflexif où on a du temps pour quelques questions. On a quelques minutes. Oui. Au revoir, Marie-Hélène. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous entendez? Alors, faire de la reconstruction de savoir à partir de la parole spontanée d'étudiants, qu'est-ce que vous entendez? Un handicap? D'accord. Question? Oui. D'accord. Donc la question est très pertinente parce que c'est dans le fond de changer la logique d'enseignement. Plutôt que de dire aux gens ce qu'on fait généralement, qui est de leur montrer la théorie, puis ensuite on leur donne l'exemple, on va partir de questions qui vont faire émerger des éléments de théorie. Je vous donne 2 exemples de ça. Un exemple pour les sciences humaines et sociales et pour les sciences dures. Sciences dures. Je n'ai pas dit inhumaines et asociales. Pour les sciences humaines et sociales, imaginez en marketing que je veuille enseigner la théorie du positionnement de produit, c'est-à-dire que voilà, on est prêt à payer un certain prix pour une certaine marque et pour d'autres, pas du tout. Et que je dise aux étudiants, bon, aujourd'hui, on va parler de la théorie du positionnement de produit, mais plutôt que de vous présenter d'abord la théorie, je vais vous faire un petit exercice. Vous allez, en groupe de 3 ou 4, réfléchir à la question suivante. Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à payer 150 € pour un jeans Hugo Boss, mais que vous n'êtes pas prêt à payer plus de 50 € pour un jeans qui vient de chez Monoprix? J'ai des marques comme ça au hasard. Et là, je leur demande de réfléchir. Et là, ils me disent, ah, ben Hugo Boss, c'est classe, c'est la pub. Et en fait, ils sont en train, avec leur sens commun, de découvrir ce qui a été théorisé après. Et nous, on va repartir de ça. On va leur dire, d'accord, vous pensez ça, et ainsi de suite. OK, là, je vais vous enseigner la théorie et essayez de voir si vous avez raison ou pas. Alors là, ils l'écoutent, la théorie, parce qu'ils la raccrochent à quelque chose qu'ils ont vu. Pour les sciences dures, je travaille avec des collègues qui sont en architecture et en ingénierie civile, qui, eux, travaillent avec des expériences contre-intuitives pour amener les gens à réfléchir sur des phénomènes physiques. Entre autres, en architecture, il y a quelque chose qui s'appelle la poussée, les arcs de force, des choses comme ça. Alors, ils travaillent sur un truc où ils montrent aux gens 3 récipients dans lesquels il y a des billes et une balance. Alors, ils mettent les 3 récipients sur la balance, et là, vous voyez la balance descendre. Ils enlèvent tout, ils accrochent un cylindre qui est percé donc aux 2 bouts, à la hauteur de la balance, et là, ils versent les billes dedans. Il n'y a rien qui descend. Ils disent aux étudiants, pourquoi, c'est quand même le même poids, c'est la même chose qu'on a fait, pourquoi est-ce que cette fois-ci, il n'y a rien qui bouge dans la balance? Alors là, les étudiants doivent se poser des questions, et là, ils en viennent à dire, ben, ça doit être parce que ça pousse sur les parois du cylindre, et donc la poussée, elle est plutôt de chaque côté que verticale. Mais ils ne comprennent pas comment c'est.
Alors, à partir de leurs réponses, là, l'enseignant va enseigner la théorie sur les arcs de force, les poussées, des choses comme ça. Et donc, l'étudiant, il écoute parce qu'il se dit « Ah ouais, on avait raison, tu vois, je t'avais dit que c'était plutôt comme ça. » Donc, on change la dynamique du cours de cette façon-là. Et là, je n'ai pas fait du truc comme ça. J'ai simplement inversé mon exemple. D'accord ? On avait promis de terminer à 12h30. Ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer avec mon exercice, mais ceux qui auront des questions, vous pourrez rester un tout petit peu. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je dois prendre un train pour Londres, mais je pourrais rester encore quelques minutes. Alors, oui, je le projetterai en partant, en terminant. Mais j'aimerais terminer avec l'exercice réflexif où, justement, je vais vous laisser 1 minute pour essayer de répondre à ces 2 questions-là et j'aimerais entendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous réfléchissez pendant 1 minute d'abord. Ok, alors, est-ce qu'on a une personne là-bas à l'arrière pour répondre aux questions? N'importe qui dans le groupe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Merci. Oui? On met pas ça en avant les compétences génériques, hein, compétences transférables. Très bien. Quelqu'un ici devant? Organiser l'interactivité, hein, moi j'utilise le terme scénario, scénariser, comme dans un film. Qu'est-ce qui se passe à quel moment? Ce n'est pas un script, c'est pas le script, mais c'est le scénario général. Qu'est-ce qui va se passer dans mon cours? Pourquoi je vais poser une question? Pourquoi je la pose à ce moment-là? Ok, on vient ici, oui? Oui, simplifier le contenu du cours, surtout celui lié à notre recherche. Et d'ailleurs, je vais envoyer un mail à mes étudiants pour simplifier le devoir que je leur ai demandé. D'accord. D'accord. À l'arrière maintenant, à l'arrière là, toute la section du centre à l'arrière. N'importe qui. De l'intérêt de l'interactivité et de pas, sous couvert de faire de l'interactivité, ne pas faire que ça. Parfois, ça sert strictement à rien, c'est complètement inutile. Ok, donc s'assurer que l'interactivité serve à quelque chose. Dans ce groupe-là, j'allais dire dans le troupeau qui est là, mais c'est... Non, mais c'était gentil. Poser le contrat pédagogique, pas seulement pour l'évaluation terminale, mais également pour le mode de déroulement du cours. Voilà. Être au clair sur ce qu'on attend des étudiants et leur dire pour qu'ils sortent de ce plus petit dénominateur commun. Et ici, quelqu'un? Pas tous en même temps, on ne vous entend pas. Ce que j'aurais appris, c'est d'accepter, de me décentrer, hein, de ne plus me préoccuper de savoir ce qui est important pour moi, mais ce qui est important pour les étudiants et les représentations qu'ils ont. Et je vous remercie infiniment de tout ce que vous nous avez transmis. Voilà, d'accord. Il y a une dernière intervention et puis après on va devoir clôturer. Là. J'ai juste une toute petite question. Pourquoi dans vos exemples vous parlez toujours d'enseignante au féminin et pas d'enseignant? Est-ce que parce que vos observations portent sur des enseignantes? Non, je pense qu'en fait c'est une erreur de compréhension. C'est que je dis souvent enseignant et enseignante dans une logique inclusive. Il me semble que mes exemples sont, je vais d'hommes aux femmes. Hein. Il n'y a pas que des femmes. Il me semble que j'essaie d'alterner parce qu'on m'a déjà dit pourquoi vous êtes enseignante souvent? Mais en France, vous n'avez pas l'habitude parce que les gens vont masculiniser. Alors qu'en Suisse, je suis obligé d'utiliser un langage épicène, sinon on me renvoie. D'accord. Mais ok, je vais faire attention, pas donner des exemples négatifs sur les femmes, mais des exemples positifs pour les hommes. Merci de votre participation. Vous recevrez les documents par mail.